cours des années 1990, on ne pouvait pas ouvrir le journal ou allumer la télévision sans apprendre la découverte d'un nouveau gène. Gène de ceci ou gène de cela, la médecine allait en être transformée et l'avenir de l'humanité semblait, selon les cas, prendre des couleurs d'enfer ou de paradis. Pour nous aider à comprendre ce que la génétique allait changer dans notre vie, nous avions choisi nos interlocuteurs parmi les 41 membres du Comité national d'éthique. Et un préalable s'imposait. Qu'est-ce que l'éthique ? Je dois dire que faut demander Sophie. Je suis incapable de vous répondre ça, simplement. Vous savez, comme M. Jourdain faisait de la prose sans le savoir, je crois qu'on fait de l'éthique sans le savoir. Je vous dirais, l'éthique, c'est la morale. Parce que l'éthique, moi, vous savez, je sais qu'il est de bon ton de dire qu'il y a une différence entre l'éthique et la morale. Moi, j'avoue que j'ai du mal à la voir. Morale, éthique, c'est un débat sémantique. Si j'étais sévère, je vous dirais que c'est un débat de jésuite. Pour moi, l'éthique, la morale, c'est d'abord un certain nombre de règles pour une société donnée. Et l'éthique, c'est l'ensemble des règles pour l'ensemble des morales particulières dans des pays donnés. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si le concept éthique n'existe pas, les concepts de bien et de mal, ils existent partout. Je ne fais pas très bien la différence entre morale, éthique, droit et ainsi de suite. Tout ce que je constate, c'est que notre société accepte sous le nom d'éthique ce qu'elle n'accepterait pas de moi si je leur faisais un projet de loi. Je crois qu'effectivement, le droit, c'est l'expression quotidienne d'une certaine morale pour que les gens vivent ensemble. Et un comité d'éthique, ce n'est pas quelqu'un qui fait la loi, c'est quelqu'un qui dit la règle morale fait que la loi doit tenir compte de telle et telle chose. L'éthique, c'est par conséquent toute la réflexion sur les moyens que l'on doit se donner pour faire en sorte que, partout, en toutes circonstances, et notamment confronté aux évolutions des possibilités scientifiques et techniques, la dignité de la personne humaine soit respectée. L'éthique est devenue une mode, et il y en a partout. Il y a l'éthique de la bourse, il y a l'éthique de la finance, l'éthique d'entreprise, bien entendu. Vous aimez l'éthique, on en a mis partout. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour cesser d'annoncer et de travailler en matière éthique. C'est sûr que... Et le moraliste lui-même sait très bien qu'il ne vit pas tout ce qu'il propose de vivre aux autres, hein, s'il est un peu honnête. L'éthique est un débat, d'abord. Un débat qui doit être maintenu, qui doit être argumenté et qui, surtout, doit être libre. Notre connaissance de la génétique était limitée. Pourtant, les réflexions éthiques qu'elle suscitait nous concernaient directement. En 1994, les premières lois de bioéthique avaient été votées par le Parlement et étaient appelées à révision 5 ans plus tard, en 1999. Ce jour-là, au comité, se tenait une conférence de presse présidée par Jean-Pierre Changeux. Nous rendons public un dossier très important, qui est le travail du comité d'éthique sur le réexamen des lois de bioéthique. Axel Kahn sur les caractéristiques génétiques, l'identification génétique d'une personne, etc. Il s'agit ici de l'étude des prédispositions génétiques avant tout à des maladies, diagnostics présymptomatiques. C'est un élément extraordinairement important, nous y reviendrons tout à l'heure, puisque la crainte d'une utilisation défavorable pour l'individu de cette connaissance du destin génétique des individus est au cœur de la réflexion, aussi bien, je dois dire, du législateur que du comité d'éthique, qui a fait paraître un avis extrêmement important en 1995, qui est son avis numéro 46. C'était bien de notre destin biologique qu'il était question dans la génétique. Dans cet avis numéro 46, intitulé « Génétique et médecine », on pouvait lire « C'est l'objet même de la génétique qui la situe au cœur d'un des questionnements constitutifs de la personne humaine. D'où viens-je? Qui suis-je? Que vais-je transmettre à mes descendants? En quoi suis-je tout à la fois semblable aux autres personnes et différent d'elles? Cela explique que la science génétique ait eu et puisse avoir plus de répercussions individuelles, politiques et sociales qu'aucune autre science. » Un peu partout dans le monde,
des programmes visant à répertorier tous les gènes des organismes vivants avaient été mis en œuvre, par exemple sur la mouche, le maïs ou la souris. Pour l'homme, le projet avait été présenté comme l'une des entreprises les plus ambitieuses de l'époque. Les biologistes repéraient, l'un après l'autre, les quelques 100 000 gènes humains sur tel ou tel chromosome et se proposaient ainsi de comprendre plusieurs milliers de maladies plus ou moins rares. En 2003, une grande partie de ce travail devait être achevée. Avant même que le séquençage du génome humain ne se termine, les membres du comité d'éthique avaient essayé d'en évaluer les conséquences. On n'en est pas encore à la situation où chacun connaît ses gènes et a compris ce que ça représentait de connaître ses gènes. Mais enfin, c'est devant nous et c'est certain. C'est quelque chose qui va arriver de façon certaine. On ne sait pas exactement dans quel délai. Quand quelqu'un va connaître ses gènes, va connaître les conséquences du fonctionnement de tel ou tel de ses gènes, il sera, et donc il va perdre, si vous voulez, ce sentiment du hasard qui commandait sa vie. Il faut bien se rendre compte qu'avec la progression des découvertes en génétique et les programmes génomes vont nous donner accès, normalement, à l'identité de tous les gènes et donc à la possibilité de prévoir l'apparition probable ou possible, il y a les deux types de diagnostics qui n'ont pas la même signification, d'un très très grand nombre de maladies. Faire un diagnostic de susceptibilité absolue ou relative avant que n'apparaisse le moindre signe, même prémonitoire, de l'affection. C'est ce qu'on appelle le diagnostic pré-symptomatique, ce qu'on appelle la médecine prédictive. Moi, je préfère la médecine de prévision parce que la prédiction, c'est les voyants. On connaît actuellement un caractère génétique qui n'est pas mauvais. C'est comme un groupe sanguin, si vous voulez, comme un groupe ou l'autre, qui fait qu'on sait que les gens qui ont reçu de leurs parents ces caractères à l'état homozygote ont une chance plus élevée que la population générale, à peu près 10 à 20 fois, plus élevée de faire la maladie d'Alzheimer. Bon. Est-ce qu'on va faire ce test qui est disponible à toute la population, mettons à 40 ans, et de dire aux gens, « Ah, mon pauvre monsieur ou ma pauvre dame, vous avez, hélas, un risque plus élevé que la maladie d'Alzheimer, et qu'est-ce qu'elle va faire? Mais on n'a rien à vous proposer. » Il y a certains moments où, devant des situations très difficiles, on aurait presque envie de dire « j'aimerais mieux pas savoir ». Et d'ailleurs, c'est un des thèmes qui est rentré maintenant dans les questions éthiques, le droit de ne pas savoir. Si une personne, par exemple, à la suite d'un diagnostic génétique, sait qu'elle a un certain nombre de risques d'avoir à un certain âge l'apparition d'un cancer du sein ou d'un cancer du côlon, et si elle le sait, qu'est-ce qu'elle va faire de ça? Est-ce qu'il vaudrait mieux qu'elle ne le sache pas? Alors là, nous sommes justement avec cette question-là, on évoquait tout à l'heure des questions tout à fait nouvelles qui ne se posaient pas autrefois, voilà des questions qui ne se posaient pas autrefois. Et nous, que savions-nous de nos gènes? Étions-nous vraiment sous leur influence? Notre vie dépendait-elle de leur pouvoir? Nous n'avions pas d'autre solution que de retourner aux sources. Il faut pénétrer dans les profondeurs microscopiques de la cellule. Nous rencontrons d'abord le noyau, et à l'intérieur de ce noyau, de minuscules bâtonnets, les chromosomes. Les cellules humaines en possèdent 46, la moitié léguée par le père, l'autre moitié par la mère. La cellule originelle les a transmis intégralement à toutes les autres cellules de notre corps. Depuis longtemps, on sait que les chromosomes sont porteurs des caractères génétiques. Mais comment? Pour le savoir, il faut aller plus loin encore. Il faut pénétrer dans les chromosomes. Le chromosome se présente comme un écheveau de fibres serrées les unes contre les autres. Lorsqu'on dénude ces fibres, apparaît un long et mince filament, la chaîne d'acide désoxyribonucléique, autrement dit l'ADN. Cette fois, nous y sommes. L'ADN ressemble à un fil torsadé. C'est une sorte de bande magnétique sur laquelle sont inscrites chimiquement toutes les instructions nécessaires à la reproduction et au fonctionnement de la cellule. La molécule d'ADN restait pour nous bien mystérieuse. Pour la comprendre, les biologistes eux-mêmes avaient recours à une représentation, la modélisation en double hélice. C'était sa structure chimique particulière qui permettait d'expliquer la reproduction des cellules à l'identique et la transmission des caractères héréditaires. Depuis les années 1950, cette image était devenue peu à peu
le symbole même de la génétique. La molécule d'ADN est formée de 2 brins qui s'enroulent l'un dans l'autre en une structure en double hélice. Chaque brin est lui-même composé de molécules identiques. Ce sont les barreaux qui unissent ces 2 chaînes qui intéressent les biologistes. Ils sont formés de 4 types de molécules, les bases. Thymine, adénine, guanine, cytosine, A, T, G, C. Elles sont complémentaires l'une avec l'autre et fonctionnent par paires. La thymine s'associe toujours avec l'adénine, la guanine avec la cytosine. Il arrive parfois que des altérations surviennent dans la molécule d'ADN. C'est ce que l'on appelle une mutation. Une paire de bases peut être remplacée par une autre, ou même être totalement supprimée. Dans certains cas, l'information génétique s'en trouve altérée et la mutation entraîne une pathologie. Plus de 4000 maladies génétiques avaient déjà été recensées. Et pour certaines d'entre elles, la mutation responsable avait été identifiée. Dès que les biologistes l'avaient repérée, il devenait possible, par un test génétique, de prévoir l'apparition de la maladie ou la prédisposition d'un patient. Un des membres du comité nous avait envoyés au laboratoire de diagnostic génétique de l'hôpital Cochin. L'équipe du professeur Marc Delpech travaillait sur le dépistage génétique de pathologies comme les myopathies, la chorée de Huntington ou encore la mucoviscidose. Là, c'est la salle où on extrait l'ADN. Tous les prélèvements de la maison arrivent, soit les gens sont prélevés ici, soit par la poste, soit via l'hôpital. Et tous ces échantillons de sang qui arrivent dans des tubes comme ceux-là, qui sont des... Vous voyez ? Bon, là, c'est de l'ADN déjà extrait, mais ça arrive dans des tubes comme ça. Et puis, on le centrifuge, c'est-à-dire qu'on fait tourner ça à une certaine vitesse pour séparer les globules rouges du plasma et des globules blancs. Et puis on met des solutions qui vont permettre de récupérer les globules blancs, de faire éclater les cellules et d'extraire l'ADN. Alors une fois que cet ADN est extrait, il est prêt pour la suite. Juste là, c'est un tableau de... Ça, c'est un truc qui est un peu démodé parce que ça change sans arrêt. C'est les chromosomes avec la localisation des maladies, enfin des gènes responsables de maladies connues ou de gènes même pas responsables de maladies. Donc chacun de ces petites choses-là, c'est un gène qui a été repéré, par exemple sur le chromosome 15, ici ce gène-là, etc. Vous l'avez sur Internet, il y a au moins 2 ou 3 sites, et au moins c'est à jour, c'est remis à jour chaque semaine, voire même pour certains tous les jours. Alors que tout ce qui est malheureusement imprimé, c'est en général démodé avant que ça soit fini d'imprimer. Et la mucoviscidose là-dessus ? C'est sur le 7, je ne sais pas où elle est, mais c'est sur le 7. Ouais. Si c'est là, c'est F. Rechercher une mutation, comme on fait, c'est rechercher une faute d'orthographe parmi un texte qui aurait 6 milliards de lettres. Donc en gros, une faute d'orthographe dans 6000 volumes de la Pléiade. Donc ça, ce n'est possible que parce qu'il y a dans l'ADN une structure en double brin et une absolue spécificité entre les deux. C'est-à-dire qu'il y a 4 lettres, A, T, G, C, et on sait qu'en face d'un A, il y a toujours un T, il ne peut rien avoir d'autre. En face d'un G, il y a toujours un C, il ne peut rien avoir d'autre. Donc la séquence d'ADN est quelque chose de parfaitement spécifique et ne peuvent se mettre ensemble que des séquences qui sont absolument complémentaires. Et donc si vous avez, vous, un petit bout, il suffit de 20 paires de bases, qui est complémentaire, eh bien ce petit bout va, parmi les 6 milliards, retrouver son complémentaire et donc se mettre dessus. Et c'est ça qui permet d'aller dans les 6 milliards de paires de bases, retrouver l'endroit qui vous intéresse. Donc c'est ce que permet l'appareil. L'appareil est un appareil qui permet à des ADN artificiels de reconnaître de manière parfaitement spécifique un endroit donné de l'ADN. À ce moment-là, on refait une copie de chaque brin servant de modèle. Mais on les fait l'une à la suite de l'autre. Donc c'est multiplié par 2, 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 et on fait ça 30, 40 ou 50 fois. Et la technique fait que c'est que cette région-là qu'on va amplifier. Donc, une fois que vous avez amplifié l'ADN par PCR,
Donc je vous rappelle, le résultat de l'amplification, c'est que le petit bout, le bout de séquence qui vous intéresse, a été tellement amplifié qu'il n'y a pratiquement plus que ça dans le tube. Donc vous allez pouvoir l'analyser. Alors là, les techniques sont très nombreuses, mais la technique la plus utilisée, la plus classique, c'est l'électrophorèse, c'est-à-dire qu'on met un courant électrique, et comme les molécules d'ADN, c'est des molécules chargées, elles vont être entraînées, et c'est dans un support qui est un gel, qui a un effet de filtration, et donc les plus petites molécules iront le plus vite, et les plus grosses iront le moins vite, et on va pouvoir séparer les molécules en fonction de leur taille, et on révèle après l'ADN sous des ultraviolets pour toute étude ultérieure. Il était ainsi possible de détecter dans notre corps la présence d'un gène muté ou son absence à partir d'une simple goutte de sang. Pour cela, il suffisait de connaître la séquence d'ADN où se trouvait la mutation. La loi de 1994 avait réservé l'usage de ces tests à des fins strictement médicales. En ce moment, la connaissance de la génétique va plus vite sur la connaissance que sur la thérapie. Alors c'est là qu'on trouve la notion de droit de savoir, de ne pas savoir. Bon, c'est quelque chose qui, à mon avis, vivra sa vie. Effectivement, il faudra... mais c'est pas, si vous voulez, ça, c'est pas le moment le plus grave, c'est la période actuelle. Mais là, la vraie période, c'est quand vous allez... Tout le gène va être bien connu, et qui va se révéler que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont un capital qui leur donne plus de chances que d'autres. Si vous êtes diabétique et on sait que vous êtes déjà dans une situation de faiblesse au regard précisément de l'évolution du diabète, donc on peut déjà vous aider à surmonter ces épreuves. Donc c'est vrai qu'il y a un côté très positif. Mais de l'autre, si on peut savoir dans quelles conditions vous êtes apte à ceci ou apte à cela, les Américains sont déjà partis dans cette voie. On vous dira, monsieur, non, on vous interdit cette profession, on vous autorise à celle-ci. Si vous participez à cette activité, voilà le coût que cela représente pour la société. Donc nous allons vous faire supporter une surcharge d'assurance. Bref, à ce moment-là, on entre dans une nouvelle mécanique très dangereuse. Derrière les tests génétiques, il y a l'énorme pression des assurances, par exemple. C'est clair que pour l'assurance vie, pour l'assureur, savoir à quoi s'en tenir quant à la longévité de l'assuré est capital pour déterminer les primes. Donc il y a une pression énorme. Les assureurs français ont accepté un moratoire qui prend fin l'an prochain. Nous allons bien voir comment le problème se pose. On retombe un peu dans tous ces tests probabilistes. Et les assureurs adorent les calculs de probabilité. Toute leur activité est basée là-dessus. Donc ils cherchent ça. Alors est-ce que des tests génétiques permettront d'améliorer leur fiabilité? D'abord, ça n'est pas sûr, premièrement. Et aujourd'hui, avec un consensus, ils ont dit qu'ils n'en tiendraient pas compte. C'est-à-dire, attention, qu'ils n'en tiendraient pas compte, c'est-à-dire qu'ils ne demanderaient pas la pratique de tests génétiques en vue d'une assurance. Mais attention, si vous vous êtes fait pour vous-même un test génétique, vous devez à ce moment-là informer, puisque dans le contrat d'assurance, vous ne pouvez rien cacher. C'est un contrat privé, donc vous ne pouvez rien cacher. Je crois que l'enjeu principal, il est dans les comportements individuels. On pourrait très bien imaginer un système où chacun d'entre nous, ayant beaucoup d'éléments sur son destin biologique, eh bien, cherche à en tirer avantage quand ce destin serait plutôt favorable. Essayant de se créer une mutuelle, la mutuelle des génétiquement corrects, par exemple, évidemment très bon marché. Mais il faut bien voir quelles sont les conséquences. Si une personne, dans ses capacités d'accéder à l'assurance, d'accéder au prêt bancaire, d'accéder à une embauche pour un métier intéressant, ne peut plus faire valoir avant tout qu'elle est une personne à part entière, l'un de ces hommes qui naissent tous égaux en dignité et en droit, parce qu'ils sont hommes, mais qu'elle n'est plus qu'une personne particulière dont les droits ne dépendent plus que des gènes que cette personne a. C'est simplement une négation de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La question qui est ici en cause, c'est un renversement total de la base de réflexion éthique
telle qu'elle existe depuis 1789 avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais comment cette inquiétude qui taraudait le comité d'éthique avait-elle pris forme? À quelle réalité biologique et peut-être à quel fantasme faisait-elle écho? Quel était le rôle exact des gènes dans notre organisme? Comment s'exprimaient-ils? Un gène s'exprime quand l'ouverture de la double hélice d'ADN entraîne la fabrication d'une nouvelle molécule complémentaire. C'est l'ARN, acide ribonucléique, différent de l'ADN par l'une de ses bases, l'uracile, qui remplace la thymine. Une fois synthétisé, l'ARN quitte le noyau et l'ADN se referme. L'ARN complémentaire du gène, formé d'un seul brin, est appelé le messager. C'est lui qui va porter l'information génétique dans de petites machines de la cellule, les ribosomes. Les ribosomes vont lire l'ARN par groupe de 3 lettres jusqu'à trouver le signal de départ de codage. À partir de ce signal, le ribosome va associer une seule molécule d'acide aminé à chaque triplet. Il y a dans les cellules en tout 20 sortes d'acides aminés qui s'ajoutent les uns aux autres pour former une longue chaîne, la protéine, jusqu'à tomber sur le signal de fin de codage, un codon stop. Pour résumer, l'information génétique part de l'ADN, passe par l'ARN et code la protéine composée d'acides aminés. Voilà donc à quoi servaient les gènes, à fabriquer les protéines dont notre corps avait besoin. Et c'étaient-elles les éléments actifs de nos cellules? Les enzymes, les anticorps, les hormones, l'hémoglobine du sang, le collagène de la peau, les protéases de la digestion. Sur les 100 000 protéines supposées, les biologistes n'en connaissaient pour l'instant que quelques centaines. Et l'enjeu était là. Connaître les gènes, c'était surtout le moyen de connaître les protéines. Il se trouve que c'est le même code qu'on observe dans tous les êtres vivants. Bon, ça, c'est la première grande loi d'invariance, à ma connaissance, qu'on ait trouvée en biologie. Donc on peut comprendre, si vous voulez, que ça a été une source d'enthousiasme extraordinaire. Ceci a convaincu de plus en plus de personnes, y compris des biologistes eux-mêmes, que finalement, en effet, tout est inscrit dans les molécules d'ADN qui fonctionneraient comme si c'était un programme d'ordinateur. Bon, il est clair que même dans les livres écrits par les pères fondateurs de la biologie moléculaire, il s'agissait d'une métaphore qui était présentée comme telle, avec des guillemets. Et puis, au bout de quelque temps, les guillemets ont été oubliés, puis c'est devenu une réalité, enfin, dans l'esprit de beaucoup, quoi. Cette idée-là est une idée qui a beaucoup marqué l'opinion, parce qu'elle comporte un fantasme fondamental, celui de la bonne fée ou de la mauvaise fée qui vous aurait donné au départ pour votre vie, et qui sache tout. Donc ça, ce fantasme renaîtra toujours. Alors, il est venu se fixer sur la génétique, sur le capital génétique, le programme génétique. Alors, on est programmé, on ne fera rien. Les gènes ne sont pas des espèces de machines qui vont déterminer l'organisation de notre corps et celle de notre cerveau d'une manière implacable, comme on construit un ordinateur. Ce n'est pas du tout comme ça que les choses se présentent. Il y a au contraire un jeu très coordonné d'interaction génique et à partir d'un certain stade du développement, surtout en ce qui concerne le cerveau, une interaction avec le monde extérieur qui va participer à la mise en place du réseau de connexion qui sera celui de l'adulte. Il y a deux choses. Les gènes dont l'absence ou le non-fonctionnement crée une maladie grave, prenons les maladies de la mucoviscidose, prenons la myopathie, là, c'est vrai, c'est ce gène,
c'est-à-dire son absence ou son mauvais fonctionnement, qui est responsable de la maladie. Ça, pas de problème. Mais vous avez tout un tas d'autres fonctions où vous avez tout un grand nombre de gènes qui rentrent dans cette histoire et qui se contrôlent plus ou moins les uns les autres, et c'est toute cette mécanique extraordinairement compliquée qu'il faut comprendre, d'une part, et de savoir là-dessus quel est le rôle de l'environnement qui va jouer. Régulièrement, certains généticiens cherchaient à déterminer dans nos comportements la part de l'environnement et la part des gènes, la part de l'inné et la part de l'acquis. À coup de pourcentage, tout avait été passé en revue, depuis la prédisposition au bonheur jusqu'à l'homosexualité, en passant par la violence. Pour ce qui était de l'intelligence, un modèle apparemment idéal avait été présenté, les vrais jumeaux, séparés à la naissance. Toutes ces études qui utilisent de façon privilégiée donc des jumeaux identiques, c'est-à-dire qui ont les mêmes gènes, partent de l'idée qu'il existe une composante innée et une composante acquise dans ces comportements. Or, c'est faux. C'est-à-dire qu'on peut trouver par exemple que dans un environnement donné, les variations de tel caractère apparaîtront comme étant déterminées pour 40% par les gènes et pour 60% par l'environnement, mais cette répartition elle-même dépend de l'environnement. Si vous changez d'environnement, vous pourrez trouver aussi que dans un environnement différent, eh bien, du coup, la part des gènes n'est plus de 40%, mais de 90%. Ou au contraire, que la part des gènes devient de 10%. Tout ça parce que vous aurez changé d'environnement. Par conséquent, on ne peut pas, ça n'a pas de sens de dire de façon générale tel caractère est déterminé à tant % par les gènes et à tant % par l'environnement. À travers un problème comme celui des vrais jumeaux, on mesure bien comment s'est construit progressivement une sorte d'appareillage scientifique autour d'une idéologie qui est généralement présentée comme indubitable et qui se traduit en général de manière chiffrée de la manière suivante. L'intelligence est déterminée à 80% par l'hérédité et à 20% par le milieu. Ce dont Albert Jacquard a de manière immortelle montré la sottise en disant, prise au pied de la lettre, cette affirmation signifie qu'un enfant qui n'aurait pas de gènes aurait un QI de 20 et un enfant qui aurait des gènes mais qui n'aurait pas été élevé dans un milieu humain aurait un QI de 80. Vous voyez ? Moi, je peux donc souscrire, en regardant le contexte, à la formule à 100%, mon activité intellectuelle est régie par les données génétiques, naturellement, à 100%, ça va de soi. J'ajouterai aussitôt, et également à 100% par les conditions dans lesquelles je me suis développé. Donc, alors maintenant, il faut penser l'interaction de l'un avec l'autre. Et selon moi, la surimposition, je dirais plus que la superposition. Je dis surimposition, c'est-à-dire que ce que nous devenons psychiquement à travers notre biographie module jusqu'aux structures nerveuses elles-mêmes. Notre destin n'était pas inscrit dans le noyau de nos cellules. Et l'ambiguïté venait peut-être simplement de la signification première du terme « génétique », qui voulait dire « être à l'origine de quelque chose ». Et d'ailleurs, dans le même avis du comité, on pouvait lire « Et le mythe du gène, support du programme de la vie, est tel que cela conduit à l'illusion qu'une connaissance parfaite du génome d'un individu donnerait accès à la réalité et au destin de la personne. » La question était peut-être aussi celle de notre identité profonde. Qu'avions-nous, a priori, de plus intime que notre génome ? Les progrès des techniques allaient-ils nous réduire à de simples codes-barres ? Depuis quelques années maintenant, la médecine légale dispose d'un instrument nouveau, les empreintes génétiques, une technique biologique efficace à pratiquement 100%. Précision, Jean-Daniel Flézaquier. Ces étranges hiéroglyphes sont devenus des instruments indispensables dans les enquêtes criminelles. Ce sont les empreintes génétiques, et comme les empreintes digitales, elles sont spécifiques de chacun d'entre nous. Pour les obtenir, il suffit d'une tache de sang, de quelques cheveux, d'un fragment de peau ou d'un prélèvement de sperme fait sur les lieux du crime. Tout l'ADN ne correspond pas à des gènes. Il y a de l'ADN qui correspond à quelque chose de biologiquement significatif, ça sont des gènes. Et en dehors de cet ADN qui est codant, il y en a 90% qui ne correspond pas à des protéines. On appelle ça un peu, pour s'amuser, parce que ça ne correspond pas forcément à la réalité, de l'ADN poubelle. Au niveau de cet ADN poubelle, il y a des modifications absolument considérables, de telle sorte que chacun d'entre nous est unique. Et aujourd'hui, à la place de l'empreinte digitale, pour repérer quelqu'un, on utilise ce phénomène.
C'est-à-dire qu'on regarde toute cette diversité de l'ADN poubelle, de l'ADN non codant. Et ça, on le fait par un système de code-barre. Donc le code-barre dont vous parlez, c'est le témoin de l'hétérogénéité extraordinaire de notre individualité, non pas au niveau de nos gènes qui sont signifiants, mais au niveau de cet ADN poubelle qui est extraordinairement divers et qui nous sépare, qui nous distingue les uns des autres. Ainsi, ce que chacun de nous avait de plus singulier, de plus personnel, n'était pas sur nos gènes, mais à côté, sur l'ADN poubelle. Et au contraire, les gènes, eux, étaient communs à toute l'espèce humaine. Tout ce que l'on pouvait dire d'un gène, c'est qu'il était présent, absent ou muté, et que la protéine nécessaire était codée ou pas. Mais au-delà, une nouvelle ère était annoncée, où la génétique ne serait plus synonyme de fatalité, mais allait peut-être nous offrir la possibilité de maîtriser notre destin. Depuis la fin des années 1980, la médecine et la pharmacie mettaient de grands espoirs dans de nouvelles techniques issues de la génétique. Nous avions rendez-vous avec René Sautier, au siège de l'entreprise qu'il avait fondée et développée jusqu'à sa retraite récente. Il y a là de grands espoirs. Je pense que beaucoup d'entre eux, effectivement, se transformeront en réalité, mais il y a une quantité de difficultés à la fois scientifiques et techniques à vaincre avant qu'on arrive vraiment à de la thérapie génique. Et on peut dire aujourd'hui, finalement, on ne peut pas parler de succès de la thérapie génique. On peut parler de succès dans le domaine de la fabrication de nouvelles molécules de protéines issues du génie génétique, oui, mais de thérapie génique, aujourd'hui, on en parle beaucoup, c'est vrai, c'est un immense espoir. Ça n'est pas pour autant que ces espoirs seront des succès dans tous les cas. Pour l'industrie pharmaceutique, le véritable objectif n'était peut-être pas les quelques 4000 maladies strictement génétiques, mais plutôt ces molécules artificielles que l'on commençait à fabriquer par génie génétique. Ce qu'on peut dire, c'est que sur tout programme de recherche aujourd'hui, il est clair que la composante génétique est recherchée. Sanofi a pris très tôt ce virage-là. Je dirais que nous avons été les premiers, je crois, à fabriquer l'hormone de croissance par génie génétique. Nous étions soucieux. Nous ne produisions pas l'hormone de croissance. C'était un établissement public qui la produisait, avec les problèmes que l'on sait. Et très tôt, j'ai pensé, et mes chercheurs m'ont incliné à fabriquer de l'hormone de croissance par génie génétique, ce que nous avons fait. Donc nous étions très tôt dans le domaine du génie génétique. Aujourd'hui, notre recherche, effectivement, cherche toujours, et s'appuie d'ailleurs sur la recherche publique dans ce domaine-là, à identifier tout ce qui, du point de vue génétique, peut aider à traiter un certain nombre de pathologies. Les 4 lettres A, T, G, C étaient devenues l'alphabet du monde vivant. En traduisant les séquences codantes de l'ADN en longues chaînes d'acides aminés, des laboratoires de biologie, privés et publics, essayaient de trouver les protéines impliquées dans le fonctionnement de notre corps. Protéines qu'il était ensuite possible de fabriquer industriellement. Les médicaments de synthèse issus du génie génétique remplaçaient progressivement les substances classiques et permettaient, disait-on, de mieux maîtriser les traitements des maladies. C'est notre conception même de la santé qui s'en trouvait bouleversée. Et les problèmes éthiques prenaient une dimension sociale, collective et même économique. Le comité d'éthique avait été saisi par le secrétaire d'État à la Santé, Bernard Kouchner, à l'occasion de l'apparition sur le marché d'un nouveau médicament. Le groupe de travail qui s'en était chargé organisait ce jour-là sa première réunion. Bon, alors vous connaissez l'histoire de cette session. Donc nous sommes un groupe de travail Viagra entre guillemets. Le débat est capital parce qu'il s'agit de savoir ce que c'est que la santé. Je crois que ça se résume peut-être à cela. Le comité est chargé des problèmes de recherche posés par la médecine, la biologie et la santé.
qu'est-ce que la santé? Est-ce que la santé, c'est aussi le bien-être? À propos de la santé, je me demande si la question de la santé n'est pas aussi relativement réduite, si vous voulez, par rapport à cela. Moi, je me rappelle la définition classique de la santé, on disait c'est le silence des organes. La santé, c'est le silence des organes. Or, ce dont il s'agit dans toute cette affaire-là, c'est bien autre chose que du silence des organes. Précisément, c'est le désir qui est stimulé par le spectacle et la publicité. Je veux dire. Alors, on peut peut-être aborder le dossier Viagra et répondre à la question qui nous est posée, mais partir de ce dossier et élargir aux problèmes éthiques posés par l'assistance médicamenteuse au bien-être. Et c'est pour ça que j'avais pris comme exemple cet article du Lancet sur l'hormone de croissance humaine chez des petites filles normales, un peu petites. Alors on a cet article qui est long, qui est magnifique, qui donne tout, et puis il faut lire le dernier paragraphe de l'étude qui dit le seul ennui, c'est le prix, car ceci coûte 100 000 francs par centimètre gagné, c'est-à-dire pour 10 cm, 1 million de francs. Alors, on se trouve devant le problème. L'hormone de croissance humaine a des indications thérapeutiques et avec raison remboursée par la sécurité sociale quand il s'agit des nains hypophysaires. Est-ce qu'on va faire ça simplement pour la satisfaction de parents qui voudraient que leur fille devienne top modèle ou quelque chose comme ça parce qu'elle va être un peu plus grande? Pour nous, tout semblait se mélanger. Et les frontières entre la médecine, l'industrie, la recherche privée et la recherche publique s'estompaient pour faire place à un paysage indifférencié, où nos nouveaux points de repère n'étaient pas encore en place. Axel Kahn, en plus de ses recherches à l'INSERM, travaillait comme conseiller pour les biotechnologies chez Ron Poulenc. Ça fait bien longtemps. Lavoisier était payé par les fabricants de poudre. Louis Pasteur était payé par les fabricants de bière, etc. Donc ça fait très 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 longtemps en réalité qu'il y a des rapports extrêmement importants entre science et technologie et entre science et activité économique liée aux technologies. La génétique était à l'écart. La génétique n'intéressait pas du tout les industriels. La pharmacie n'utilisait pas la génétique, pas la biotechnologie. Et d'un seul coup, en 20 ans, on a assisté à un phénomène qui est absolument prodigieux, c'est que cette discipline uniquement académique, réellement, qui avait déjà eu d'énormes implications sociales, j'en parle, mais aucun intérêt économique, devient une des disciplines dans laquelle il y a le plus d'intérêts investis, et on dit aujourd'hui que le 21e siècle, ça sera le siècle de l'information et des biotechnologies. On est dans un boom. Ils disent tout ça d'ailleurs. Pour moi, ça paraît spectaculaire, mais entre eux, pourtant, chacun a l'habitude de dire que sa recherche est meilleure que l'autre, mais ils conviennent tous que nous vivons, du point de vue scientifique, sur l'être humain, une période tout à fait exceptionnelle. Quand la période est exceptionnelle, évidemment, il peut y avoir risque de dérive, puisque vous avez à la fois énorme compétition, gros intérêt peut-être à la clé, là, et vous êtes sur l'homme, vous êtes sur l'humain. Beaucoup de questions que nous traitons, les pressions qui sont derrière sont des pressions de type économique. Il s'agit de faire tourner les machines, de faire tourner des laboratoires, etc., d'avoir des promesses de marché, etc. Et donc, or, là-dessus, le Comité national d'éthique n'a pas de prise directe. J'ai des collègues qui, revenant des États-Unis, racontent d'une manière assez scandalisée un certain nombre de choses dont ils ont été témoins dans le cadre de congrès, par exemple. Oui. Quoi, par exemple? Dans tous les congrès de génétique. Aux États-Unis, la présence des compagnies privées de recherche et de mise en œuvre dans ce domaine, cette présence est obsédante dans des congrès scientifiques, littéralement obsédante, de maintes manières. Ils ont des choses à placer, ils ont des gens à recruter, voilà. Leur métier, c'est de faire marcher leur usine parce qu'ils ont des milliers d'employés, et ils ont un monde fou, il ne faut pas oublier que ça quand même, c'est leur métier. Donc,
De même que celui qui fabrique des yaourts, hein, pareil. Mais il faut les vendre. Donc ça, c'est la première chose. Et on ne peut pas leur en vouloir à ce point de vue-là, vous comprenez. Et puis de temps en temps, il faut quand même des progrès fantastiques et utiles. Et c'est normal qu'ils fassent cette pression, parce que c'est un moyen de promotion pour eux. Alors le problème est que tout ça reste dans des limites éthiques, justement. Donc la notion de prix de revient et de vente au plus juste prix, et on comprend qu'en matière de santé, là on trouve des problèmes éthiques très, très aigus. Au fond, on devrait vendre au prix de revient médicaments, puisque tout le monde en a besoin, puisque tout le monde doit pouvoir se le procurer, l'égalité devant la maladie, enfin tout ce qu'on peut dire de fondé à ce sujet, trouve sa limite dans le fait que s'il n'y a pas de marge sur les produits actuels, il n'y aura plus de recherche. Bien évidemment, un laboratoire pharmaceutique, comme n'importe quel marchand, comme n'importe quelle industrie dans tous les domaines, n'a guère la possibilité de développer un produit pour des gens qui ne peuvent pas l'acheter. Donc, si on parle de ce problème qui est absolument scandaleux, parce que immédiatement, après avoir rappelé cela, qui est une évidence, je vais dire qu'il est complètement scandaleux que dans le monde, on consacre plus d'argent à lutter contre l'obésité, qui est la maladie croissante des pays opulents, des pays où l'on mange trop, une somme qui dépasse d'au moins 50 fois l'argent que l'on consacre à lutter contre la malnutrition dans le monde. C'est un scandale absolu. Probablement, on consacre plus d'argent à traiter certaines maladies peu fréquentes des pays riches que traiter un fléau aussi épouvantable que le paludisme, et il y en a bien d'autres. C'est un absolu scandale. Là, ça c'est un problème, j'allais dire, épouvantable, dans lequel l'éthique est, je ne dirais pas bafouée, elle n'est pas prise en compte. Il est clair aujourd'hui que nous ne dépensons pas suffisamment d'argent pour un certain nombre d'endémies ou d'épidémies qui sont liées à la sphère tropicale. C'est tout à fait évident. Encore que, je dois dire, certains groupes consacrent des moyens qui ne sont pas du tout négligeables à la recherche dans ce domaine-là. Mais ça n'est manifestement pas suffisant. Et là, je crois que des organismes comme l'OMS n'ont pas joué le rôle qu'ils auraient dû jouer. Et je me demande ce qu'il en serait advenu si l'OMS avait, c'est un premier pas vers le gouvernement mondial, mais exigé une taxation, même très faible, des profits pour faire de la recherche, dans les firmes d'ailleurs, en préservant donc leurs droits à développer ultérieurement ces découvertes, pour faire de la recherche en prélevant une dîme, même très faible, il lui suffit qu'elle soit très faible, sur les grands médicaments aujourd'hui. Ce qui me frappe dans l'histoire du Viagra aujourd'hui, ce n'est pas l'argent que va gagner Pfizer sur le Viagra, c'est qu'il n'y en ait pas une toute petite fraction qui ne soit pas utilisée pour se dire que contre le paludisme, il y aurait quand même quelque chose à faire et qu'après tout, on pourrait faire une recherche, peut-être chez l'inventeur du Viagra d'ailleurs. Dans un très grand nombre de cas, la vénalité, à plus forte raison la recherche du profit, sont absolument antagoniques avec les exigences éthiques. L'éthique a un coût qu'en général l'argent ne veut pas payer. Et surtout, l'éthique exige qu'on traite comme des fins ce que l'argent a tendance à ravaler au niveau de moyens. Dans la course au génome, la France, comme d'autres pays occidentaux, s'était dotée d'un pôle de recherche en biotechnologie de premier plan. La lumière vient de la génétique. Ici se côtoyaient des entreprises privées, des laboratoires publics de recherche sur les maladies génétiques et des centres universitaires. Mais l'activité la plus étonnante y était le séquençage systématique de génomes. Des batteries d'appareils analysaient et décryptaient le code génétique, lettre après lettre. La fonction de la plupart des séquences était inconnue, et les protéines qu'elles codaient étaient hypothétiques. Le but n'était pas de transcrire le livre de l'homme et de son destin, c'était d'établir une gigantesque base de données mondiale. Mais qui y aurait accès? À quoi allait-elle servir? À des progrès médicaux importants ou au développement de nouveaux marchés? Et nos interrogations sur le gène trouvaient là leurs limites.
sur l'avis numéro 27 du comité d'éthique. Le 20 juin 1991, un laboratoire a déposé une demande de brevet pour 337 nouveaux gènes humains, soit des séquences de 250 lettres d'ADN. À ce stade, on ne sait pas ce qu'est le gène, ni ce pourquoi il code, ni ce qu'il fait. On a breveté des choses qui n'existent pas. On a breveté le virtuel. Il y a de quoi, quelquefois, se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le principe d'identité A égale A? Nous sommes des cartésiens. A égale A. A n'égale pas A prime ou A seconde, c'est pas vrai. Mais là, on lance une série d'opérations génétiques. On ne connaît pas les résultats, mais on brevette des résultats qu'on ne connaît pas. Bon ou mauvais, on ne les connaît pas. Donc on brevette le virtuel. Je sais bien que l'imaginaire peut parfois déboucher sur le réel. Il n'empêche quand même que là, on est en présence de brevets commerciaux. Bon, vous savez que ce problème oppose très vigoureusement d'ailleurs le monde anglo-saxon et la France, disons. Je ne dis pas la communauté européenne parce que la France est en pointe dans ce domaine-là. Mais la France a une vieille tradition dans ce domaine qui est la non-commercialité du corps humain que nous disons, nous, comité d'éthique absolue. C'est-à-dire que le corps humain, même dans ses fragments, ne peut pas être l'objet de commerce. Ne peut pas être l'objet de commerce, ça veut dire que le gène lui-même, le gène de l'homme et ses fragments, ne sont pas brevetables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas en tirer profit. On avait quand même l'impression d'être sur une position, certes controversée sur le plan international, mais relativement solide. Quel est son intérêt? Son intérêt n'est pas seulement moral. Son intérêt est que cette connaissance est à la disposition de tous les savants aussi. C'est ça l'intérêt de la position à la française. Quand on dit patrimoine général, vous ne vous l'appropriez pas, vous ne demandez pas une dîme toutes les fois qu'on s'intéresse au génome. Bon. Eh bien, actuellement, nous allons avoir à transposer une directive qui dit, alors je suis obligé de vous le lire en entier parce que moi je ne le comprends pas exactement. Le corps humain aux différents stades de sa constitution, ainsi que la simple découverte d'un de ses éléments, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, ne peuvent constituer des inventions brevetables. Jusque-là, ça va, hein, moi c'est compatible avec ce que je viens de vous dire. Mais un élément isolé du corps humain ou autrement produit par un procédé technique, y compris la séquence ou la séquence partielle d'un gène, peut constituer une invention brevetable, même si la structure de cet élément est identique à celle d'un élément naturel. Alors là, il faut que vous avez interviewé des généticiens, vous allez leur demander ce que ça veut dire exactement. En tout cas, moi, on vous ajoute... quand je leur pose la question, ils ont tendance à me dire que ça leur permet de prendre des brevets. Je pense en effet que la directive européenne sur la propriété intellectuelle est très ambiguë et est un peu hypocrite. La loi française précise que l'on ne peut pas breveter la connaissance d'un gène, alors que la directive européenne dit qu'un gène n'est pas objet brevetable en tant que tel, dans son état naturel. Alors, naturellement, pour le profane, il n'y va rien y comprendre. C'est absolument pareil. C'est bonnet blanc et blanc bonnet. En réalité, c'est très différent. Parce que dès lors que l'on accède à la connaissance d'un gène, cela veut dire qu'on l'a retiré de son état naturel, qu'on l'a mis dans une construction génétique, ce qu'on appelle un plasmide, qu'il est cloné, et il n'est plus dans son état naturel. Donc, l'affirmation selon laquelle on ne peut pas breveter un gène dans son état naturel est parfaitement ridicule. Car dans son état naturel, il n'est pas connu, il n'est pas brevetable, et dès qu'il est connu, il n'est plus dans son état naturel et il est brevetable. Et la directive européenne ne dit pas qu'on ne peut pas breveter la connaissance d'un gène. Ce que disait, et pour cette raison-là, le législateur français a été beaucoup plus perspicace à ce propos, précise que c'est la connaissance du gène qui naturellement a été acquise, le gène n'étant pas dans son état naturel, qu'il ne peut être objet de propriété suivant les règles de la propriété intellectuelle. Moi, je suis sûr que ce texte, il y a la moitié des gens qui ont discuté de ce texte, comme on ne leur avait pas fait cette explication simple, on dit, bon, d'accord, le premier paragraphe nous convient. On reproduit la loi française, où on reproduit le principe qui nous intéresse. Le deuxième, bon, tant pis, c'est de la technique. Non, mais non, en réalité... alors ça, c'est typiquement, si vous voulez, un exemple intéressant de l'exercice qui se passe toutes les fois qu'il y a problème éthique. Parce qu'on n'a pas exactement bien identifié dans sa tête le problème scientifique posé, on se met d'accord sans savoir exactement sur quoi on s'est mis d'accord. Et bon. Au printemps 1999,
une partie du comité d'éthique était renouvelée. Un nouveau président était nommé. D'autres débats allaient se tenir dans cette salle. Pour nous, l'enquête s'arrêtait là, avec ce sentiment que la couleur de notre avenir ne serait ni celle de l'enfer ni celle du paradis, mais celle que les hommes lui donneront en mettant en commun ce qu'ils savent et ce qu'ils ne savent pas.